Il était aussi important qu'on soit vraiment au plus proche des stations, des secouristes qui œuvrent dans les stations du Magen David Adom, et c'est ce qu'on va vraiment faire avec le personnel soignant. Et ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Quand ils m'ont invité à participer à ce voyage de solidarité, j'ai immédiatement dit oui, parce que je pense que c'est un angle très important, qu'on se rende compte des dommages terribles et comment les soignants sont intervenus. Et vous avez raison de le rappeler, bien évidemment. On rendra aussi hommage à plusieurs membres du Magen David Adom qui ont perdu la vie, évidemment, au cours de ces dernières semaines. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Élie Korchia. Élie, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors, vous êtes le président du consistoire central et vous êtes en Israël ce matin actuellement, ces jours-ci, pour participer à une délégation qui est une délégation du Magen David Adom organisée par le consistoire et le Magen David Adom conjointement. Et vous avez tenu à y participer. Pourquoi ? Écoutez, parce que c'est important d'être au plus près d'Israël dans cette solidarité qui nous anime depuis le 7 octobre, encore beaucoup plus qu'avant, suite aux attaques terroristes du Hamas. J'avais fait déjà un voyage après le 7 octobre avec des dirigeants de la communauté juive. Et là, c'est un voyage organisé intégralement par le Magen David Adom, où j'ai l'honneur d'être invité pour représenter la communauté juive de France avec une délégation composée d'amis du Magen David Adom France, mais aussi d'élus politiques, dont certains viennent pour la première fois en Israël, des députés, des maires et des élus. Et là, nous allons être au plus près des soignants et des secouristes, Daniel, pendant ces 3 jours, avec des rencontres, que ce soit à la Banque du Sang, puisque c'est géré par le Magen David Adom, comme vous savez, à Ramleh. Nous serons aussi au kibbutz Kfar Aza, plus de 3 mois après les attaques. Nous serons aussi à la station 101, la grande station du Magen David Adom, pour voir comment travaillent les secouristes, à Kiryat Ono, non loin de Tel Aviv, ou encore à Ashdod, où nous allons aller sur les centres où travaillent les secouristes, et nous serons reçus aussi par des professeurs de médecine, par des soignants, par des secouristes qui œuvrent évidemment depuis le 7 octobre d'arrache-pied pour aider, comme vous le savez, toute la population. Alors le Magen David Adom, on le sait, depuis le 7 octobre a été extrêmement sollicité. Il a perdu des secouristes, le 7 octobre en particulier. Comment le mouvement, comment l'organisation fait face à cela, et vous, quelle est la contribution que vous pouvez apporter peut-être au Magen David Adom, en dehors de la solidarité ? En France, tout d'abord, nous avons beaucoup soutenu les organisations qui œuvrent depuis le 7 octobre avec une force incroyable pour soutenir l'État d'Israël dans cette épreuve terrible qu'elle vit. Nous avons aidé les différentes organisations, dont le Magen David Adom. Nous avons fait plusieurs actions. J'ai relayé beaucoup de soirées. J'étais présent dans beaucoup de soirées pour le Magen David Adom. Et je suis évidemment très proche de ces dirigeants, que ce soit Michel Ktorza, son président, ou évidemment Victor Vins, son directeur pour l'Europe. Et avec toute leur équipe, là, nous avions pensé effectivement qu'il était important d'accroître ces actions par un voyage, comme ils en font plusieurs en ce moment, mais par un voyage vraiment spécial avec des élus, avec des responsables. Et là, c'est le but de ce voyage de 3 jours, pour qu'on voit la situation de terrain. On voit souvent la situation avec des élus politiques. Je serai ce soir, j'animerai par exemple un débat avec la délégation, avec l'ambassadeur de France en Israël, Frédéric Journès. Mais il était aussi important qu'on soit vraiment au plus proche des stations, des secouristes qui œuvrent dans les stations du Magen David Adom. Et c'est ce qu'on va vraiment faire avec le personnel soignant. Et ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et quand ils m'ont invité à participer à ce voyage de solidarité, j'ai immédiatement dit oui, parce que je pense que c'est un angle très important, qu'on se rende compte des dommages terribles et comment les soignants sont intervenus. Et vous avez raison de le rappeler, bien évidemment. On rendra aussi hommage à plusieurs membres du Magen David Adom qui ont perdu la vie, évidemment, au cours de ces dernières semaines. Alors, je voudrais que l'on aborde un peu des dossiers plus politiques, on va dire, puisque le président français Emmanuel Macron a donné hier une conférence de presse assez exceptionnelle, au cours de laquelle il a annoncé la tenue justement d'un hommage aux victimes françaises, franco-israéliennes du 7 octobre. C'est une initiative que je suppose vous saluez. Est-ce que vous savez comment elle a été décidée à l'Élysée ? C'est une initiative que j'attendais et que je salue bien évidemment du président de la République. Je m'étais déjà exprimé publiquement sur ce sujet il y a déjà quelques semaines, au mois de décembre, vous vous en souvenez. J'avais compris l'impératif du président de la République et de la France
qui est d'abord d'essayer de tout faire au niveau diplomatique pour ramener vivants les otages, puisqu'il reste encore 3 otages, comme vous le savez, français entre les mains du Hamas, parmi les 136 otages qui sont toujours détenus. Et effectivement, il y a ces démarches, ces interventions diplomatiques qui sont importantes. Et je comprenais tout à fait la position du président qui était de dire il faut d'abord tout faire pour ramener les vivants avant de commémorer les morts, d'autant que nous n'avions pas encore le chiffre sans doute définitif. Mais il était important, après 3 mois, que cette date d'hommage national puisse être fixée, parce que d'abord, on sait qu'on est dans une guerre longue, on sait que Tsahal avance pied à pied pour essayer d'éradiquer les infrastructures du Hamas, et notamment à Gaza. Mais maintenant, il est important que la France rende cet hommage, et j'attendais effectivement que cette date soit fixée par le président de la République. Je me doutais, enfin j'espérais en tout cas qu'elle soit annoncée hier, puisque c'était cette grande conférence du président de la République qui était donnée depuis l'Élysée, et parmi les sujets, vous savez que l'international serait abordé. D'ailleurs, il a parlé de ce qui se passe en Israël, et notamment du fait que le Hamas se sert de la population civile comme bouclier humain. C'était une déclaration aussi importante, mais l'annonce pour le 7 février de cet hommage national qui aura lieu aux Invalides devant le monument justement qui commémore la mémoire de ceux et celles qui sont tombés face au terrorisme, eh bien, je pense que c'était une annonce attendue, importante, et c'est important qu'elle ait été faite, parce que c'est aussi un symbole fort que la France rende hommage à ces attentats terribles qui sont, rappelons-le, les attentats qui ont coûté la vie aux plus de Françaises et de Français depuis les attentats terroristes qui ont eu lieu à Nice. Alors, je voudrais toujours revenir sur les déclarations du président français et avoir votre appréciation concernant la position de la France envers les otages. Le président a parlé des otages, il a dit que la France se battait pied à pied avec les autorités israéliennes, avec le Qatar, pour essayer de libérer les otages. Vous avez le sentiment que la France est extrêmement active, parce qu'on ne le sent pas véritablement du côté israélien, il n'y a pas véritablement de percée. Est-ce que vous pensez que la France pèse de tout son poids sur le Qatar, de par la relation particulière entre les deux pays, pour essayer justement d'obtenir une libération des otages ? D'après les informations que j'ai, effectivement, il y a des actions importantes qui sont menées à ce sujet au niveau des otages. Il faut savoir que c'est des actions qui sont très difficiles. On le sait bien, vous le voyez bien en Israël notamment, tout ce qui concerne la libération des otages, le travail qui est fait pour la libération des otages est complexe, c'est difficile. Il faut parfois le faire, évidemment, souvent le faire de façon non publique, évidemment. Donc il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a une véritable action diplomatique qui est menée par la France par rapport aux otages, en soutien évidemment à ce que font la France, Israël, les États-Unis, les pays aussi comme l'Égypte ou le Qatar qui servent d'intermédiaires. Donc je sais qu'il y a des actions qui sont menées. Moi, à mon niveau, si vous voulez, au niveau de la communauté juive française, ce qui est important, c'est de maintenir toujours, cette pression diplomatique, cette pression publique sur l'opinion internationale. Je participais encore dimanche, Daniel, à des événements qui étaient menés notamment avec le collectif du 7 octobre, et nous étions par exemple le dimanche après-midi, lorsque j'ai pris la parole place de la Bastille, nous étions près de 2000 personnes rassemblées pour rappeler combien nous attendons la libération de chaque otage, enfants, adultes, personnes âgées qui sont encore détenues par le Hamas. Donc c'est un combat à la fois public de pression sur l'opinion internationale. Et je sais aussi qu'en Israël, il y a aussi, vous le savez mieux que personne, des interventions. Rappelez-vous encore à Tel Aviv, ces dizaines et dizaines de milliers de personnes qui étaient rassemblées pour rappeler le caractère fondamental de ramener les otages. Mais en tout cas, au niveau de la France, ce que je sais, c'est qu'il y a des actions importantes qui sont menées diplomatiquement, et nous attendons évidemment, nous ferons tout pour maintenir effectivement ce sujet essentiel, primordial, fondamental, qui est la libération des otages. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un dossier politique, on appelle ça l'après-guerre à Gaza. L'immense majorité, on parle de près de 3/4 des Israéliens qui sont interrogés, estiment que l'option de 2 États pour 2 peuples, ou même d'un contrôle de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza, ce n'est pas réaliste, et personne ne veut en entendre parler, en tout cas en Israël. Une très grande majorité des Israéliens ne veulent pas en entendre parler. Est-ce que vous avez, vous, par exemple, en tant que président du consistoire, ou les dirigeants communautaires juifs, des moyens d'expliquer aux dirigeants français
que cette option de 2 États pour 2 peuples, c'est quelque chose qui n'est pas réaliste, parce qu'on a l'impression qu'on revient vers des paradigmes anciens du côté du Quai d'Orsay, du côté de l'Élysée. Comment on peut essayer d'expliquer que ça marche plus, ce genre de proposition? Je vais vous dire, déjà, moi, au niveau de la communication, ce que j'explique, ce que j'ai expliqué au cours de ces dernières semaines dans les très nombreuses interventions médiatiques que j'ai pu faire, hein, que ce soit télévision, radio ou presse, c'est d'abord qu'il ne faut pas aller trop vite en la matière. C'est-à-dire que certains essayent déjà de commencer à discuter de l'après, des phases politiques qui suivront les opérations. Je crois qu'il y a un temps pour chaque chose. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai rappelé à chaque fois dans mes interventions ici en France. J'ai toujours rappelé que l'essentiel aujourd'hui pour Israël, c'est d'abord d'arriver à ses objectifs de guerre. Et que avant de voir la politique et ce qui se passera le jour d'après, ce qui est évidemment toujours très important, mais la première des choses, c'est d'abord d'expliquer comment, pourquoi Israël mène cette guerre au quotidien, pourquoi c'est une guerre longue, c'est une guerre difficile, et donc c'est très important d'expliquer, parce que vous savez que le prisme en France n'est pas nécessairement le même que celui qu'on peut avoir ici en Israël, puisque je vous parle depuis Tel Aviv, mais c'est effectivement quelque chose qui me paraît important. J'avais souvent rappelé cette phrase de Qoheleth, lorsque le roi Salomon nous dit qu'il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour la paix, et je crois qu'il y a aujourd'hui une nécessité de faire comprendre à tout le monde que la guerre est longue, qu'elle est difficile, que ces objectifs doivent être remplis, parce que sinon, eh bien, ce qu'a réussi à commettre le Hamas le 7 octobre, c'est quelque chose qui peut se repasser encore. Et puis, une fois que ces opérations seront terminées, une fois qu'en tout cas les objectifs auront été atteints pour l'État d'Israël, pour préserver sa sécurité, son intégrité, eh bien, à ce moment-là, lorsque les objectifs sécuritaires seront remplis, je crois qu'il y aura effectivement une vraie réflexion à avoir sur ce qui peut être fait, comment, avec qui, parce que pour mener des processus et reprendre des processus de discussion, il faut savoir avec qui on peut le faire, et on a compris que ça ne sera pas avec un mouvement terroriste comme l'est le Hamas, et donc ensuite on verra. Mais je pense que de toute façon, vous savez très bien que même en Israël, une fois que les opérations de guerre seront terminées ou achevées, en tout cas à Gaza, je pense qu'il y aura déjà beaucoup de discussions et beaucoup de changements déjà. Il y aura nécessairement aussi en Israël déjà une véritable réflexion politique sur l'après-guerre. Oui. Mais pour le moment, moi je me refuse toujours de parler de l'après, alors qu'Israël est en train de se battre chaque jour avec des soldats qui meurent sur le combat, sur le front, pour essayer de remplir ses objectifs de guerre. Alors, ça sera ma dernière question, Élie. On a vu ces dernières semaines à Paris, en particulier, en France aussi, des salons de l'Alia qui ont été bondés, des centaines, on parle même de milliers de personnes qui sont venues s'intéresser à l'Alia après une période, on va dire, de baisse sensible de l'Alia de France. Comment vous accueillez-vous cet engouement pour l'Alia, et en particulier l'argumentaire majeur qui est avancé par les candidats, ou ceux qui voudraient faire leur Alia, qui n'est pas l'antisémitisme qu'on aurait pu le penser en France, mais plutôt une volonté de se sentir plus solidaire de l'État d'Israël après ce qui s'est passé le 7 octobre, de se sentir en fusion avec Israël? Exactement, vous avez tout à fait raison, et ça s'est déjà vu dans le passé, lorsqu'il y a eu des épisodes difficiles. Là, c'est un des pires de l'histoire d'Israël, évidemment, depuis 50 ans. Mais nous avons déjà vu à plusieurs reprises que lorsqu'il y a des épisodes comme cela, eh bien, il y a une solidarité, il y a une volonté, de faire l'Alia d'un certain nombre de personnes. Et je crois que c'est tout à fait, c'est à saluer. Ça montre la solidarité. Vous avez raison de mettre l'accent là-dessus. Je pense que il y avait une baisse très importante de l'Alia récemment. Je crois que l'année 2023, avant le 7 octobre, était une des années où il y avait un très faible nombre de personnes qui avaient décidé de faire l'Alia, beaucoup moins qu'avant. Et là, effectivement, depuis le 7 octobre, je pense que ce qui s'est passé en Israël, qui a marqué le monde entier, mais évidemment le peuple juif dans son ensemble, où qu'il se trouve, eh bien, quand on sait, l'amour qu'a la communauté juive de France pour l'État d'Israël, eh bien, c'est normal. Ça ne m'a pas du tout étonné qu'il y ait des personnes qui décident dans ce moment historique que vit le monde et que vit l'État d'Israël, eh bien, de faire son Alia. Encore une fois, je pense pas que ce soit tellement motivé, vous l'avez rappelé, sur la sécurité, parce que faire son Alia aujourd'hui, alors qu'Israël a subi
la pire attaque de son histoire, en tout cas de son histoire récente au cours des dernières décennies. Ça montre bien que c'est l'amour de l'État d'Israël, de la volonté de vivre pour soi, pour ses enfants, pour son futur en Israël, et de rejoindre Israël dans une période très difficile. C'est ça qu'il faut saluer de la part de beaucoup de personnes bien en France qui ont décidé, alors que effectivement le nombre d'Alia était en baisse, bien qui ont décidé depuis le 7 octobre de partir en Israël. Et ça rejoint ce que j'ai l'habitude de dire, on ne part pas en Israël pour des faits conjoncturels ou sur un coup de tête, ou non, on doit partir en Israël parce que c'est un choix de vie, ça doit être un projet de vie, et si ça s'inscrit dans un projet de vie, c'est comme ça que l'Alia sera réussie, c'est comme ça qu'on évitera aussi une irrida, et c'est comme ça aussi que beaucoup de familles partiront et réussiront leur vie, je leur souhaite, en Israël, pour celles et ceux qui ont décidé de le faire. Et pour les autres, bien évidemment, comme vous le savez, la communauté juive de France doit être toujours le fer de lance de la diaspora avec les États-Unis, en tout cas en Europe, le fer de lance et le plus grand soutien de l'État d'Israël, parce que autant la diaspora a besoin d'un État d'Israël en sécurité et fort, autant évidemment Israël a toujours besoin d'avoir en diaspora aussi des Juifs qui sont prêts à les soutenir et à aider. Eh bien, merci beaucoup, Maître Eli Korshia, d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Je rappelle que vous êtes en Israël dans le cadre d'une délégation du Magen David Adom, organisée par le Magen David Adom ici en Israël. Délégation de solidarité avec l'État d'Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne continuation de cette visite en Israël. À bientôt. Bonne journée.